Zone Europe. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Strasbourg et réalisée en association avec TV78. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. Dans un instant, l'eurodéputé François-Xavier Bellamy sera mon invité, l'occasion d'évoquer le bras de fer entre l'Union européenne et la Biélorussie et les tensions entre l'UE et la Turquie. Les pères fondateurs de l'Europe nous parleront de Robert Schuman, un Français né au Luxembourg avec la nationalité allemande. Voyager dans l'assiette, nous vous ferons découvrir un plat typiquement suédois, le pain de viande. Les expressions populaires « avoir autre chose à faire », les Français disent « avoir d'autres chats à fouetter », les Anglais disent « avoir d'autres poissons à frire ». Que dit-on ailleurs? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans notre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Aujourd'hui, je reçois Thierry Ertou. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de la médiathèque départementale de Seine-Maritime. Avant d'évoquer les fonds européens que vous bénéficiez, je voudrais d'abord que vous reveniez sur les missions de la médiathèque. Quelles sont-elles? Alors, une médiathèque départementale, il y en a une par département. La mission principale des médiathèques départementales, c'est de soutenir et de développer la lecture publique sur le territoire. Donc ça passe par des actions un petit peu récurrentes qu'on trouve dans toutes les médiathèques. Il y a un aspect conseil. Certains diraient ingénierie, auprès des collectivités, dans le cadre de création d'équipements, mais également auprès des bibliothèques, dans le cadre de leur fonctionnement normal. Le tout étant porté par des aides financières que le département apporte et qui sont du coup actuellement, entre guillemets, gérées par la médiathèque départementale, qui est un service de département, je précise quand même. On a un volet formation important, pour les personnels de bibliothèque. On a un volet action culturelle conséquent au travers de la mise à disposition d'expositions qui aident les bibliothèques à développer des programmes d'animation, à travers de la valorisation de spectacles vivants. On présente des spectacles vivants. On aide aussi financièrement à la mise en œuvre du spectacle vivant. On a une action en direction de publics un peu cible, on va dire la petite enfance par exemple, ou les personnels en détention. Ce sont le type de public auquel vous vous adressez? On s'adresse à tous les publics puisqu'on travaille en direction des bibliothèques. Mais on a quelques cibles plus particulières qu'on développe. Et enfin, on prête nombre de documents. On a à peu près 300 000 documents dans la médiathèque et on doit en prêter à peu près 150 000 à 200 000 par an. Sauf cette année, bien sûr. Mais voilà, à peu près dans les grandes lignes, les missions de la médiathèque départementale. Comme chaque semaine, nous vous faisons découvrir celles et ceux qui ont participé à la construction européenne. Aujourd'hui, Robert Schuman, un Français né au Luxembourg avec la nationalité allemande. Il est aussi à l'origine de la Fête de l'Europe, le 9 mai. Son parcours avec Europe Direct et la Maison de l'Europe. Zone Europe sur Sensation. Robert Schuman est un Européen avant l'heure. Né le 29 juin 1886 à Clausen au Luxembourg, d'un père français et d'une mère luxembourgeoise, il obtient la nationalité allemande lorsque la région où il vivait fut annexée par l'Allemagne, tandis que sa mère était luxembourgeoise. Il obtint la nationalité française en 1919 lorsque l'Alsace-Moselle redevient française après la Première Guerre mondiale. Il étudia le droit, l'économie, la philosophie politique, la théologie et les statistiques dans les universités de Bonn, Munich, Berlin et Strasbourg. Une fois diplômé, il s'établit comme avocat à Metz en 1912. Il fut dispensé du service militaire pour raisons médicales. Suite à la disparition de sa mère en 1910, il songea pendant un temps à entrer dans les ordres et choisit de se réorienter dans le droit en ouvrant son cabinet d'avocat. Après la guerre, il s'engagea dans la politique à l'échelon local et national en devenant membre de la commission municipale de Metz et député du département de la Moselle où il participa à la réintégration de l'Alsace-Moselle à la France tout en permettant de bénéficier de certaines particularités comme le maintien du concordat ou la création du droit local. En mai 1940, il est nommé sous-secrétaire d'État pour les réfugiés et participe au vote pour donner les pleins pouvoirs à Pétain. Il est arrêté par la Gestapo, envoyé en prison puis assigné à résidence surveillée. Il finit par s'enfuir après avoir échappé de peu à une déportation à Dachau et rejoint le territoire de la zone libre pour y vivre en clandestinité. Sa tête ayant été mise à prix. Il refusa de rejoindre le gouvernement de la France libre à Londres et continua son action au sein de la résistance. Après la guerre, il se consacra de nouveau à la politique en occupant successivement les postes de ministre des Finances, puis Premier ministre en 1947, ministre des Affaires étrangères de 1948 à 1952, puis ministre de la Justice de 1955 à 1956.
Il jouera un rôle déterminant dans la négociation des traités et d'initiatives visant à renforcer la coopération au sein de l'Alliance occidentale et à unifier l'Europe. Conseil de l'Europe, plan Marshall, OTAN. Le 9 mai 1950, il prononce à la surprise générale la fameuse déclaration Schuman qui propose de mettre en commun les productions françaises et allemandes du charbon et d'acier au sein d'une même autorité. Grâce à cette coopération économique, il était convaincu que la guerre deviendrait non seulement impensable, mais matériellement impossible. Cette déclaration est l'acte fondateur de la CECA, qui ouvrit la voie 7 ans plus tard à la CEE, qui deviendra notre Union européenne telle que nous la connaissons actuellement. Il devint en 1958 le premier président de l'Assemblée parlementaire européenne, ancêtre du Parlement européen. Il quitte ses fonctions en 1960 et se retire dans sa maison à Seachâtel, où il rédige son testament politique pour l'Europe, tout en continuant à suivre l'actualité européenne jusqu'à sa mort en 1963. Le Parlement européen lui accordera le titre de Père de l'Europe pour toute son œuvre européenne et le quartier des institutions européennes à Bruxelles est nommé en son honneur. Zone Europe, l'invité politique. Je reçois aujourd'hui François-Xavier Bellamy. Vous êtes eurodéputé, membre du groupe du Parti populaire européen. Bonjour. Bonjour. Alors, dans l'actualité, le bras de fer entre l'Union européenne et la Biélorussie est accusée d'avoir détourné un avion de Ryanair pour arrêter un dissident. Alors, en réaction, l'Union européenne a interdit son espace aérien aux compagnies biélorusses et différentes sanctions économiques ont également été adoptées contre le régime. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant comme réaction ? C'était nécessaire en tous les cas, parce que ce que nous avons vécu, c'est un acte de piraterie aérienne commis par un État qui a détourné un avion, avec tous les risques que cela implique pour tous les passagers, pour arrêter un opposant politique qui était protégé en Europe avec le statut de réfugié. Et il y a quelque chose qui, évidemment, appelait, dans un acte aussi grave, une réaction forte de l'Union européenne. D'abord parce que nous devons absolument garantir la sécurité aérienne, et c'est la raison pour laquelle il était nécessaire d'interdire l'espace aérien biélorusse tant que nous savons l'État biélorusse capable de tels agissements. Et puis, je crois qu'il y a aussi une question qui est plus fondamentale encore, qui est celle de la place que nous accordons à la liberté dans les pays européens. En Europe, quelqu'un qui est protégé doit pouvoir être respecté dans sa liberté de parole. Et si nous n'y prenons pas garde, nos pays vont devenir le terrain de jeu de puissances étrangères qui viendront réprimer leurs opposants jusque chez nous, jusque dans nos villes. C'est le cas de Roman Protasevich et nous devons exiger sa libération absolument. Justement, comment est-ce qu'on peut l'exiger ? Par quels moyens ? Il y a des moyens de pression supplémentaires qu'on peut appliquer ? Mais justement, ce levier économique que vous évoquiez me paraît clé. La Biélorussie, aujourd'hui, c'est un pays qui ne peut pas faire sans l'accès au marché européen. Nous devons absolument aller aussi loin qu'il le faudra pour garantir que Roman Protasevich soit libéré. Mais je pense à d'autres situations. C'est l'occasion pour moi de dire un mot de la situation de Mahamad Mirzali, qui est un opposant au président d'Azerbaïdjan. Justement, on en parlera tout à l'heure. Aliyev, aujourd'hui, il est menacé et sa vie a été directement mise en danger en France. Donc, l'Europe nos pays européens se doivent de protéger la liberté qu'ils accueillent et à laquelle ils donnent l'asile. Sinon, encore une fois, nous ne nous ferons pas respecter. Alors, on parlait de Biélorussie. Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, est au pouvoir depuis 1994. C'est très particulier. Il a été réélu 5 fois et il fait, c'est un fait assez rare pour le souligner, l'unanimité contre lui parmi les 27 pays membres de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez justement que le président biélorusse représente à lui-même une menace pour l'Union européenne ? Je ne suis pas sûr qu'il suffise à constituer une menace pour l'Union européenne. Ce qui est absolument incontestable en revanche, c'est que l'Union européenne ne peut pas, sauf à se mettre elle-même en danger, accepter des comportements comme celui-ci. Pour le fait qu'il soit soutenu par la Russie, c'est important. Le fait qu'il soit soutenu par la Russie explique qu'il soit au pouvoir. Parce que la vérité, c'est qu'effectivement, Alexandre Loukachenko ne représente pas réellement son peuple. Mais ça, d'une certaine manière, si vous voulez, c'est tout le problème des limites de notre capacité d'action. Nous pouvons nous indigner, nous pouvons dénoncer, nous ne pourrons pas faire en sorte, à nous tout seuls, que le régime d'Alexandre Loukachenko tombe. Ce que nous avons le devoir de faire, en revanche, c'est de
protéger d'une manière efficace ceux qui sont accueillis dans nos pays sous le régime de l'asile politique, et cela, c'est non négociable. Alors un autre pays avec lequel il y a quelques tensions avec l'Union européenne, c'est la Turquie. Vous dites, je vous cite, « Surpris de voir comment l'Europe se laisse intimider par la Turquie ». La Turquie qui souvent choisit la façon dont se passent les relations avec l'Union européenne, faisant valoir le fait qu'elle accueille la plus importante population de réfugiés au monde, près de 4 millions, dont une majorité de Syriens. La Turquie menace régulièrement d'ailleurs l'Union de laisser passer des millions de réfugiés vers l'Europe. Comment est-ce qu'on peut envoyer un message fort à la Turquie pour répondre à ces menaces? Dans le cas de la Turquie, l'Union européenne est dans une situation de silence qui est non seulement désastreux, mais qui est coupable. Coupable parce qu'on a vu la Turquie, au cours des derniers mois, multiplier les violations du droit international et les atteintes à l'intégrité de ses voisins, et en particulier d'États membres de l'Union européenne. C'est le cas de la Grèce, de Chypre, qui ont vu leur territoire et leur espace souverain attaqué de manière régulière par les forces militaires turques. Donc il y a là une stratégie de déstabilisation qui est parfaitement concertée. Par ailleurs, la Turquie a soutenu ou organisé des crimes de guerre extrêmement graves. Je pense à ce qui se passe aujourd'hui encore en Libye avec le viol constant de l'embargo sur les armes. Je pense aux dizaines de milliers de personnes forcées d'être déplacées en Syrie avec l'invasion du nord de la Syrie par la Turquie. Et puis, bien sûr, à la situation en Arménie où la Turquie a directement soutenu l'Azerbaïdjan qui a agressé de manière unilatérale l'Arménie et qui retient encore de manière illégale des prisonniers de guerre arméniens. Après tout cela, la seule chose que nous trouvons à faire, c'est d'augmenter les fonds de préadhésion destinés à la Turquie. Mais c'est incompréhensible. Justement, cette adhésion, je vous cite, vous dites que c'est une fiction absurde. Bien Comment sûr. est-ce qu'on peut expliquer que donc la Turquie est candidate elle-même depuis 1987, le processus est entré en vigueur en 2005, si je ne me trompe pas. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'en 2021, on en soit encore dans un processus d'adhésion et qu'une décision claire n'a été prise? La vérité, c'est que personne n'imagine une seule seconde que la Turquie sera un jour un pays de l'Union européenne. Ça n'a jamais été possible, ça n'a jamais été plausible, et maintenant, ça devient absurde de continuer d'entretenir ce processus dérisoire et encore une fois scandaleux parce que les pays du monde entier nous regardent et que nous passons notre temps à parler d'état de droit, de valeurs, à quoi ça sert alors d'entretenir ça? De respect de l'égalité homme-femme et qu'à la fin nous finançons la Turquie. Donc évidemment tout le monde ne peut que voir que l'Europe est complètement incohérente. La vérité c'est que il y a plusieurs raisons qui expliquent cette passivité dramatique. La première raison c'est qu'il y a des intérêts économiques très forts entre la Turquie et l'Europe, notamment des intérêts industriels. La deuxième raison, c'est que beaucoup de pays européens, je pense à l'Allemagne en particulier, mais la France est aussi concernée, ont des communautés turques importantes sur leur sol, qui votent régulièrement plus favorablement encore à Erdogan que ne le font les Turcs qui habitent en Turquie. Donc Erdogan fait de la politique dans nos pays, d'une certaine manière, grâce à cette immigration illégale. Et cette immigration illégale, il s'en fait le rempart. Mais la vérité, c'est que Erdogan est devenu le spécialiste pour se décrire comme le prestataire des problèmes qu'il crée lui-même. Parce que c'est cette déstabilisation constante de la région autour de lui qui produit ces flux migratoires. La vérité, c'est qu'Erdogan a intérêt à ce que des millions de personnes vivent sur son sol, que des millions de personnes soient dans cette situation d'errance et que d'une certaine manière, il constitue le levier par lequel il fait pression sur l'Europe. Il faut dénoncer cette situation, il faut mettre fin au processus d'adhésion, il faut supprimer tous les financements destinés à la Turquie. C'est ce que nous réclamons depuis longtemps avec notre délégation au Parlement européen et j'espère que nous y parviendrons. Mais en attendant, l'Europe, encore une fois, s'inflige un discrédit qui ne peut que nous rendre plus vulnérables encore. Alors vous le disiez, la Turquie, en septembre 2020, a appuyé l'Azerbaïdjan quand elle a attaqué le Haut-Karabakh, une région peuplée majoritairement d'Arméniens. L'Arménie, justement, vous vous y êtes rendu en avril dernier. Alors, quel était l'objet de ce déplacement? L'objet de ce déplacement, c'était de dire le soutien que nous devons au peuple arménien, le soutien que malheureusement nous n'avons pas su lui apporter pendant la guerre dont il a été victime, puisque l'Arménie a été
attaqués par l'Azerbaïdjan, soutenus donc par la Turquie, par des mercenaires djihadistes qui ont été mobilisés depuis la Syrie pour venir combattre contre l'Arménie. Aujourd'hui, nous avons encore beaucoup à faire pour soutenir les Arméniens dans l'épreuve qu'ils traversent. Je pense à cette question des prisonniers de guerre arméniens qui sont retenus illégalement en Azerbaïdjan. Vous avez aujourd'hui en Arménie, que nos auditeurs se rendent compte, des dizaines de familles qui ne savent pas si leur fils est encore vivant. C'est une situation intenable. Parce que l'Azerbaïdjan les considère comme terroristes, c'est ça? L'Azerbaïdjan les retient en disant qu'ils sont non pas des prisonniers de guerre, mais des terroristes. Ce qui est absurde, c'est contraire aux faits, c'est contraire aux engagements que l'Azerbaïdjan a pris à la fin de la guerre, c'est contraire aux conventions de Genève, au droit international. Bref, on est dans une situation de crime de guerre, et c'est un recel de crimes de guerre, en fait, auquel nous avons affaire. Et l'Europe doit maintenant se mobiliser. Et moi, je suis très heureux qu'au Parlement européen, nous ayons pu voter enfin une résolution sur ce sujet que j'ai contribué à porter avec plusieurs collègues et qui a été voté par plus de 600 parlementaires sur les 688 qui se sont exprimés. Cette majorité écrasante, elle dit la réalité de ce problème très grave auquel nous sommes confrontés et la nécessité d'agir pour aider l'Arménie dans cette situation terrible. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy d'avoir été mon invité sur Sensation. Je rappelle que vous êtes eurodéputé et membre du groupe du Parti populaire européen. Merci à vous. Une invitation au voyage, à présent un voyage dans l'assiette. Cette semaine, direction la Suède. Robert Jarl, le chef du restaurant Lilla Krugen à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, nous dévoile la recette de son pain de viande. Zone Europe Voyage. Oui, bonjour, je suis chef Robert. Je tiens le restaurant Lilla Krugen à Saint-Germain-en-Laye depuis maintenant 7 ans. Et aujourd'hui, je vais vous montrer le pain de viande, qui est une plat très typique suédois, qui est une assiette plutôt, qu'est-ce qu'on va dire, une plat quotidienne qui, moi, je vais revisiter à ma façon pour être plus adapté à la restauration. Dans la recette, on a le viande hachée, des oignons, des carottes, des pleurotes. Et on utilise aussi un appareil avec du chapelure, des œufs et du crème. Avec ça, on va réaliser une ketchup de betterave et framboise. Et pour ça, il nous faut des oignons, oui, le framboise, le betterave et des tomates. On va commencer à préparer le base de la recette qui est le pain de viande en soi-même. On a besoin dans le casserole, dans le poêle, on met un peu d'huile pour faire revenir d'abord les oignons et on laisserait les oignons cuire un peu pour devenir un petit peu plus mou parce que les carottes c'est le plus parce que c'est là qui est le plus dur. On cuit ça un peu avant. Et voilà, on met les oignons. Et après, avec ça, on prend un petit peu de poivre noir concassé. Maintenant, on va laisser ça bien saisir. Avant, on mettrait les pleurotes finement tachées dans ça. Maintenant, les oignons et le carotte saisis. On met notre viande hachée dans un cul de poule. On ajoute l'appareil avec de chapelure, des œufs et du crème. On ajouterait une petite de sel. Et voilà, on peut mettre une pleurote. Il faut le bien saisir jusqu'à ce que ça réduise à peu près à la moitié, que les oignons et les carottes ils sont plus croquantes, qu'ils sont bien mous et que les pleurotes a pris un tout petit peu de couleur. Et ensuite, pour réaliser le ketchup betterave framboise, on prend un peu d'huile de tournesol
On laisse ça chauffer bien. On a ici, c'est le betterave, les framboises, le tomate, du balsamique et moi j'utilise un produit suédois, c'est un sucre de mélasse, c'est du mélasse, c'est un sucre de bête à sucre. Quand les oignons commencent à colorer, et quand c'est bien chaud dans la poêle, on ajouterait le sucre. Comme ça. Quand le sucre a bien caramélisé, on déglace au vinaigre balsamique. On ajoute notre framboise, les betteraves, les tomates et on laisse ça réduire avec un petit peu de poivre et du sel. Et maintenant, quand notre mélange de pleurote et de pleurote, oignon, carotte est prêt, on mélange ça ensemble avec nos appareils à chapelure, crème et des œufs. Après, on mélange à la main. Et voilà, là, on a la pâte qu'il faut. Après, quand la pâte, le mélange de viande hachée et ça est bien et c'est pour ça qu'on appelle ça le pain de viande. Après, quand la pâte, le mélange de viande hachée et ça est bien et c'est pour ça qu'on appelle ça le pain de viande. Après, on va l'entourer avec le lard fumé. On met un peu d'huile dans une plaque pour le four. On va mettre le pain de viande et on va mettre ça au four à 175 degrés pour environ 35-40 minutes. Et quand le ketchup a cuit jusqu'à ce que les oignons, le betterave est bien mou, bien confit, on mettrait ça dans un mix. On le mixe, on le met dans un blender et on ajoute le goût, le sel, le poivre ou ce qui peut manquer selon goût. Après, quand c'est bien réduit, on mettrait ça dans le blender. Voilà. Après, quand on a passé notre ketchup dans le blender, on a vérifié que le goût il nous va.
Ici, on le mettrait dans une bouteille pour pouvoir faire des décorations sur l'assiette. Aussi simple pour vous d'acheter une bouteille si vous voulez faire vos dessins. Pour le dressage, on utilise notre bouteille. On peut faire une petite grillage comme ça. On place le pain de viande, nos petits oignons. Et avec ça, pour le petit couleur et pour faire un petit peu plus festif, on met les petites herbes, quelques petits concombres marinés. Et voilà, c'est ça le pain de viande suédois. Les expressions populaires, avoir d'autres choses à faire, les Français disent avoir d'autres chats à fouetter, les Anglais disent avoir d'autres poissons à frire. Que dit-on ailleurs? Regardez. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. En Italie, on dit avere altre gatte da pelare. Cela signifie avoir d'autres chats à peler. Les Belges disent avoir d'autres chats à fouetter. Au Royaume-Uni, on dit to have other fish to fry, ce qui signifie avoir d'autres poissons à frire. Zone Europe, c'est terminé. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Strasbourg. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et aussi sur TV78. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée. Zone Europe sur Sensation.